Bonjour, bienvenue dans Le Moujik et ses phrases, qui sera aujourd'hui consacré exceptionnellement à Alain Bonnefond sur un texte de Jean-Louis Bergeaud qui s'appelle Canossa, et ce titre est paru dans le CD d'Alain qui s'appelle Cozy Corner. Prince des frissons, tu vois le pire est arrivé. À l'hameçon, ta grande gueule s'est déchirée. Mort pour l'enfant, pour sa tétine, son caractère de chihuahua. Tout nous condamne à la trésine. Tout nous ramène à Canossa. Tout nous ramène à Canossa. Voilà vicomte, il n'y a rien à regretter. À l'heure du décompte final, bravo l'engin a explosé. Prince sans terre, itinérant, rien à tirer de la partie, malgré l'approche scientifique. Tout nous ramène à Canossa. Tout nous ramène à Canossa. Prince de sang, des intrigants, valeureux prince des dépravés. Tu t'évapores en éthanol, comme d'autres molosses l'ont fait. Sophie nous pousse à la barrière. Personne ne veut nous voir gagner. Tout nous ramène à Canossa. 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 Alors, nous venons d'écouter Canossa, chanson chantée par Alain Bonnefond, mais dont les paroles ont été écrites par Jean-Louis Murat. Contrairement aux apparences, cette chanson est une chanson sur la guerre de 1870. Bien qu'il y ait une référence moyenâgeuse à la ville de Canossa, sur laquelle nous allons nous pencher tout de suite, nous démontrerons qu'elle dépeint entièrement cette période de l'histoire de la guerre franco-prussienne. Alors, la petite ville de Canossa est entrée dans la chronique historique italienne, non par ses charmes pittoresques, mais par un événement qui s'y est déroulé en 1077. Il s'agit de la pénitence de l'empereur Henri IV devant le pape Grégoire VII. Cet événement est à replacer dans le contexte du conflit des investitures qui opposa la papauté au pouvoir impérial germanique du XIe siècle. L'empereur, défié par l'autorité du pape, fut excommunié par ce dernier.
Voyant son autorité remise en question, Henri IV dut alors venir implorer le pardon pontifical à Canossa, ville qui se trouvait sous l'égide d'une alliée de Grégoire VII, qui se trouvait être la comtesse Mathilde. Franchissant les Alpes en plein hiver par un chemin terriblement escarpé, accompagné d'une troupe mal équipée et inexpérimentée, qui subira de nombreuses pertes au cours du voyage, Henri arrive tout de même au pied de la ville de Canossa, le 25 janvier 1077. Apprenant l'approche du roi, le pape fait fermer les portes de la ville. La légende veut que Henri IV, sa femme et ses enfants en chemise de bure, aient dû attendre les pieds dans la neige, que le pape change d'avis, ce qu'il fait le 28 janvier. Le recevant, le pape ne peut faire moins que de lever l'excommunication du roi. Si l'épisode resta célèbre, la formule « aller à Canossa » en tant que telle ne fut consacrée qu'à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque des tensions éclatèrent entre le chancelier allemand Bismarck et le Vatican. Un nouvel épisode de crispation pour les pouvoirs politiques et religieux qui ne fut pas sans rappeler le conflit des investitures. Au terme d'un discours entré dans la postérité qu'il prononça en 1872 devant le Reichstag, Bismarck utilisa l'expression « Nous n'irons pas à Canossa » pour affirmer fermement son refus d'abdiquer devant l'autorité ecclésiastique. Cette déclaration donna naissance en allemand et dans d'autres langues européennes à l'usage courant de la formule « aller à Canossa » comme synonyme de subjugation publique et d'humiliation, et en tant que métaphore de la répugnance à plier l'échine et à s'excuser de manière indigne. La guerre franco-allemande de 1870 opposa de juillet 70 à janvier 71 la France à la Prusse et aux États allemands. C'est ce conflit armé qui fit perdre à la France le territoire de l'Alsace-Lorraine. Bien que particulièrement brève, la guerre franco-allemande de 1870 aura des conséquences importantes tant pour l'Allemagne que pour la France et le reste de l'Europe. Suite à la défaite de la France, c'est la fin du Second Empire dans notre pays et le début de la Troisième République. C'est également de ce conflit que naîtront les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. C'est le coup politique du chancelier Bismarck, qui représente alors le royaume de Prusse, qui déclencha la guerre franco-allemande. Pour provoquer les Français, Bismarck pousse le cousin du roi de Prusse, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, à se porter candidat au trône d'Espagne. S'il était élu, la France serait cernée par une coalition hostile, ce qu'elle veut éviter à tout prix. Elle s'oppose donc à cette candidature et envoie son ambassadeur à la cour de Guillaume Ier de Prusse pour demander à ce qu'aucun prince de la maison Hohenzollern ne prétende au trône d'Espagne. Le prince retire donc sa candidature et Guillaume Ier rassure l'ambassadeur de France. Mais le chancelier Bismarck envoie une dépêche aux chancelleries dans laquelle il fait croire que l'ambassadeur de France a été congédié de manière humiliante par le roi de Prusse. Il espère ainsi que les Français se sentent outragés et déclarent la guerre à la Prusse. Le stratagème fonctionne et la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Le 1er septembre 1870 marque un tournant décisif dans la guerre. Au total, ce sont 120 000 soldats français et 200 000 soldats prussiens qui s'affrontent lors de la bataille de Sedan. Après la capitulation de la France le 2 septembre au matin, la victoire de la Prusse est proclamée et près de 80 000 hommes sont enfermés dans un camp sur la presqu'île d'Ige dans des conditions effroyables. Cette victoire conduit à la déchéance de l'empereur et à la proclamation de la République le 4 septembre. Le siège de Paris, qui dure du 20 septembre 1870 jusqu'à la fin de la guerre, représente un épisode phare. Près de 2 millions de Parisiens se voient pris au piège, timidement défendus par quelques dizaines de milliers de soldats. Au fil des mois, l'hiver s'annonçant des plus rudes, les habitants font face à une importante disette et se voient contraints de manger les animaux du jardin des plantes et les rats. Le siège de Paris s'achève le 28 janvier 1871 avec la signature de l'armistice. Le traité de Francfort, lui,
signé le 10 mai 1871, met fin à la guerre franco-allemande de 1870. La France a subi des effets dramatiques de sa défaite, en perdant l'Alsace et une partie de la Lorraine qui correspond aujourd'hui au département de la Moselle, en versant la somme de 5 milliards de francs en dettes de guerre et en faisant subir à ses habitants une violente répression afin de régler son dû. Mais les conséquences vont au-delà de ces aspects matériels, puisque c'est cette guerre qui entraîne la chute du Premier Empire et la mise en place de la Troisième République. D'autre part, ce conflit aggrave l'animosité entre Français et Allemands, menant indirectement aux deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. On nous parle ensuite du vicomte. Alors, qui est ce vicomte ? Eh bien, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé un vicomte nommé par Adolphe Thiers, ambassadeur de la République française près de l'empereur d'Allemagne, dans les circonstances difficiles de l'occupation d'une partie du territoire français par les troupes de ce dernier. Le vicomte Élie de Gontaut-Biron parvint à obtenir une libération anticipée des forces étrangères dès le début de 1873. Dans ces circonstances, Thiers décida de l'honorer d'une manière exceptionnelle en l'élevant directement au grade de Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d'honneur, sans jamais auparavant avoir été nommé dans un grade inférieur. Ceci est un fait unique dans toute l'histoire de l'ordre. On nous parle ensuite d'un engin qui a explosé. Alors, vraisemblablement, il s'agit d'un hommage, d'une référence au canon Krupp prussien, qui en effet est plus élaboré que celui des Français. Le canon Krupp prussien se charge par la culasse, tandis que son homologue français est en bronze et se charge par la bouche. J'ai oublié de préciser, le canon Krupp prussien est fabriqué en acier, donc plus résistant. Ces avantages sont cependant limités par la qualité du métal et les deux types de canons sont rayés. En revanche, la cadence de tir du canon Krupp est nettement supérieure et la portée de ce canon est de 6 km contre 4 km pour les canons français. La supériorité prussienne vient aussi de l'utilisation d'obus percutants plutôt que fusants, c'est-à-dire qui explosent au contact du sol plutôt qu'après un temps déterminé. Tu t'évapores en éthanol comme d'autres molosses l'ont fait. Alors, les molosses, que sont les molosses ? C'est un mot grec qui fait référence à l'Empire antique. Les molosses étaient dirigés par la dynastie des Éacides, dont le roi le plus célèbre est Pyrrhus Ier. Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, était une princesse molosse. Et selon la mythologie, les molosses seraient les descendants de Molossos, l'un des 3 fils qu'Andromaque aurait eu de Néoptolème, fils d'Achille, et de Déidamie. Sophie nous pousse à la barrière. Cette phrase semble très énigmatique. En réalité, elle s'explique. Ici, il s'agit d'une référence à la princesse Sophie Alice de Prusse, qui voit le jour le 14 juin 1870. Elle est le 7e enfant de l'empereur Frédéric III d'Allemagne et de l'impératrice Victoria, née princesse de Grande-Bretagne. La princesse Sophie est l'une des nombreuses petites filles de la reine Victoria. Sa naissance arrive à un moment délicat, à savoir la guerre franco-allemande de 1870, avec les célèbres batailles de Wörth et de Sedan. Son père y prend part et gagne l'admiration de ses troupes. Quant à la barrière, il s'agit de la frontière naturelle de la Meuse entre la France et la Belgique. J'en veux pour preuve un très vieil ouvrage que j'ai découvert qui s'appelle « La Meuse comme barrière, point d'interrogation, regard croisé sur une frontière stratégique entre la France et l'Allemagne ». Dans cet ouvrage, on nous parle d'une nouvelle barrière sur la Meuse. Durant la guerre de 1870, après quelques tergiversations au sein du haut commandement, le roi Léopold II prit la décision de déployer son armée d'observation à l'extrême sud de la province du Luxembourg
et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, afin d'y surveiller les frontières menacées par les combats franco-allemands. Le rôle des troupes belges se limita alors à désarmer et à interner tous les soldats étrangers pénétrant en uniforme sur le territoire national pendant et après les combats meurtriers de Sedan. Même si l'opération fut réalisée sans rencontrer d'obstacles majeurs, l'armée belge avait néanmoins couru le risque d'être coupée de sa base anversoise en s'aventurant aussi loin du coude de l'Escaut. La décision audacieuse de Léopold II était due en partie à la pression de son ministre des Affaires étrangères, le baron d'Anethan, qui estimait que la Belgique était acculée à ce choix en raison de son statut international. Une autre leçon du premier conflit franco-allemand était d'avoir mis en lumière le manque de points d'appui fortifiés pour l'armée belge lorsqu'elle devait s'aventurer loin d'Anvers, par exemple sur la rive gauche de la Meuse. Afin de conserver en toutes circonstances la maîtrise du fleuve, il paraissait indispensable de sécuriser davantage les ponts qui permettaient le passage d'une rive à l'autre. C'est pourquoi, dès la sortie du conflit, l'inspecteur général des fortifications et du corps du génie, Brie-Allemand, le concepteur de la grande enceinte d'Anvers, commença à travailler sur l'idée de moderniser les antiques positions de Liège et de Namur. Les fantasmes français concernant d'éventuelles visées pangermanistes vers la Meuse allaient être alimentés jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale par l'établissement d'un réseau de chemins de fer de plus en plus dense entre ce fleuve et le Rhin. Au nord, l'Allemagne disposait depuis 1843 d'une liaison ferroviaire entre Cologne et Liège, franchissant la frontière à hauteur d'Aix-la-Chapelle. Cette ligne avait été créée en vue de garantir un axe économique entre le Rhin et le port d'Anvers, indépendant des voies d'eau néerlandaises. Or, cette ligne n'était ni la plus courte ni la plus facile pour le transport rapide des marchandises entre les deux pays. C'est la raison pour laquelle la Belgique cherchait à obtenir la collaboration des Pays-Bas dans l'établissement d'une voie plus directe traversant le Limbourg hollandais en direction de Düsseldorf. Nous venons de finir l'explication de Canossa, qui met en exergue ce sentiment d'indignité, de fausseté, de lâcheté et d'embrouille vécu lors de cet épisode de la guerre franco-prussienne, qui enterra définitivement l'Ancien Régime et vit la proclamation de la République. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude et merci de votre écoute.